L'histoire commence avec une jeune fille qui se bat contre un dragon pour la 100e fois. Bien qu'elle échoue toujours face à l'énorme dragon, elle continue à faire de son mieux pour le battre. Alors que le dragon continue de s'amuser avec la jeune adversaire, il suggère qu'il devrait refaire une pause. Mais la jeune fille ne l'écoute pas du tout. Le dragon se rend compte que la jeune fille en face de lui doit être l'adversaire le plus fort qu'il ait affronté jusqu'à ce jour, car elle est plutôt douée pour son âge. La jeune fille décide de lancer une attaque de haut niveau appelée la lame du tonnerre. Mais le dragon ne meurt pas cette fois non plus, ce qui choque la petite fille. Le dragon fait alors perdre connaissance à la fillette en la frappant avec sa queue et demande à ses serviteurs de l'emmener loin de la tanière du dragon, là où elle ne sera pas dévorée par quoi que ce soit. Le dragon est épuisé de se battre encore et encore avec les chasseurs qui continuent à l'attaquer parce qu'il est un dragon maléfique, alors qu'il ne fait rien de mal du tout. Il y a même des challengers chaque semaine pour le vaincre, et ils cessent d'essayer de gagner contre lui s'ils sont battus 2 fois de suite. Sauf la petite fille qu'il a affrontée il y a quelques instants. Le dragon cesse alors de réfléchir et s'endort, sachant que la réflexion ne le mènera nulle part. Il semble que le dragon soit en fait un salarié japonais. Avant de traverser la route, il pense à ne pas aller travailler et à dépendre de l'argent de la loterie pour remplir ses journées. Au moment où il arrive au milieu de la route, un couple qui s'embrasse à l'intérieur d'une voiture finit par le percuter sur la route, ce qui lui vaut une mort prématurée. C'est ainsi que notre homme s'est réincarné en dragon blanc. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il ne pense pas qu'il obtiendra la réponse à cette question de toute façon. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est le dragon le plus puissant de ce monde, mais il n'aime pas qu'on l'appelle le dragon maléfique. Son séjour après la réincarnation n'a pas été si ennuyeux que ça. Il passe son temps avec les slimes, et le fait qu'il n'ait plus à travailler ne le dérange pas du tout. Les 3 slimes sont nommés respectivement Surapachi, Surami et Surrare. Par curiosité, ils décident de voler sur le dos de leur maître. Et ils s'amusent tous, y compris notre dragon bien-aimé. Il continue de penser à la liberté dont il jouit en ce moment. Alors qu'il vole, il remarque un monstre qui attaque un humain, ce qui pousse les slims à le supplier d'aider l'humain. Même si les humains traitent mal les slims, la plupart du temps, ils veulent sauver l'humain, car tout le monde n'est pas mauvais. Après avoir entendu la demande des slims, le dragon fait son entrée pour sauver l'humain, et le monstre réalise rapidement que le dragon est là pour le combattre. La force réelle révélée par le monstre n'était rien comparée à celle du dragon. Et au moment où le dragon se décide, le monstre est réduit en miettes, et le dragon pense qu'il en a trop fait. Dès qu'il essaie de parler à l'humain, celui-ci s'enfuit, effrayé. En criant de peur, c'est le dragon maléfique, et il constate que le monstre qu'il a vaincu n'est plus couché sur le sol. Le dragon pense que ce qui s'est passé était probablement pour le mieux, puisqu'il n'essayait pas de tuer le monstre de toute façon. Et ils décident de rentrer chez eux. Au moment où ils arrivent chez eux, l'un des slimes revient en courant et en pleurant pour déclarer que 3 monstres sont venus et ont exécuté tous les slimes de la communauté. Le dragon remarque les cadavres de tous ses serviteurs visqueux, et 3 généraux des monstres déclarent qu'ils suivent l'ordre de Mahou et qu'ils amèneront le dragon à leur maître. Au moment où les généraux des monstres réalisent que la raison pour laquelle le dragon maléfique est en colère est qu'ils ont tué tous ses serviteurs, ils continuent de rire en se moquant de lui, estimant que leur maître n'aura pas besoin d'un dragon dont les serviteurs sont des slimes mignons. Le champ de bataille change en un instant lorsque le dragon révèle sa vraie couleur aux généraux et que le dernier général vivant l'emmène à son maître Mahou. Au moment où le dernier général vivant demande de l'aide à son maître, celui-ci l'exécute en le qualifiant d'inutile et affronte face à face le dragon maléfique qui est là pour se venger d'avoir perdu tous ses serviteurs mignons. Le dragon protagoniste fait face au maître des généraux monstres et déclare qu'il est là pour se venger de la mort de ses serviteurs. Mahou s'étonne qu'un dragon ait pu s'infiltrer dans son château et demande si ses serviteurs ont achevé les autres dragons. Il révèle alors qu'il n'avait pas de dragon mais des slimes mignons comme serviteurs, ce qui rend tout l'incident assez risible pour le gars qui a l'impression qu'il s'agit d'une sorte de plaisanterie. Mahou pense que notre dragon est ennuyeux et inintéressant car il a déjà vaincu un nombre incalculable de monstres, et le dragon continue à se demander quelle part de sa force il devrait gaspiller contre son adversaire pour l'achever. Alors qu'il continue à marmonner 20 ou 10%, Mahou lui demande ce qu'il marmonne, et le dragon lui dit en souriant qu'il évalue la puissance dont il aura besoin pour le tuer. Mahou s'énerve de sa perception et finit par utiliser sa fameuse épée du démon contre lui. Mais étonnamment, cette épée n'est d'aucune utilité contre le dragon, et celui-ci lui fait sauter la tête en utilisant une fois de plus sa queue comme une roquette qui vient frapper la tête de l'homme. Dès que le dragon commence à s'éloigner en le traitant d'ennuyeux, Mahou se réveille et se dresse sur ses pieds, révélant toute sa puissance.
Persuadé d'avoir enfin trouvé un véritable adversaire, Mahou déchaîne sa magie ultime sur le dragon. Mais en fin de compte, il n'est pas capable de lui faire la moindre égratignure. Le dragon utilise alors sa vraie magie sur Mahou, qui détruit la moitié de son château, et il se dit qu'il en a encore fait trop. Le dragon se rend ensuite au trésor où il rencontre l'un des serviteurs de Mahou, qui se met à parler de ses problèmes de vie. L'homme a essayé de s'enfuir du château, mais il s'est fait attraper. Ils réfléchissent donc tous les deux à leur choix de vie. Le type commence à parler de son ancien patron Mahou, ce qui rappelle à notre dragon protagoniste le patron qu'il avait lui-même à l'époque où il était salarié. Le type parle ensuite de sa mère malade chez lui, et il le remercie de l'avoir sauvé et se présente sous le nom de Pellette. Ensuite, le dragon lui demande d'apporter 3 objets qui ont le plus de valeur dans le trésor. Il apporte une épée sacrée, un sac de soie qui peut se connecter à une autre dimension et un poids magique, dont personne ne sait ce qu'il fait vraiment. Pellette lui demande de prendre tous les autres objets avec lui, mais le dragon insiste sur le fait que c'est lui qui doit prendre tous ces objets avec lui. Il lui remet également une bouteille de larmes de dragon qui peut guérir toutes les maladies. Avant de partir, Pellette lui demande son nom, mais le dragon réfléchit et lui dit de l'appeler Ja. Alors qu'il s'envole, Pellette lui crie de visiter un jour sa ville natale en l'appelant Jassan. Mais notre Jassan ne pense plus qu'à ses mignons, car il n'est pas rassasié d'avoir éradiqué le Mahou de la surface de la Terre. Les adversaires dans la forêt n'ont pas cessé de venir, tandis que les monstres ont continué à devenir forts en mangeant des êtres forts. Mais notre dragon continue de se demander comment ces sbires ont pu se retrouver au milieu de tout ça sans rien faire. C'est alors que la jeune fille apparaît à nouveau pour se battre avec le dragon, une fois de plus. La jeune fille est vraiment concentrée à battre le dragon, alors que lui ne se soucie même pas de se battre avec elle. Et il lui tend un fruit pour se nourrir et se calmer, afin qu'ils puissent avoir une conversation. Elle pense à tuer Mahou, mais elle a honte d'être trop faible pour le faire. Le dragon continue d'expliquer qu'il n'est pas un dragon méchant, car il a été un humain, tout comme elle. Le dragon a commencé à se voir en elle, ce qui lui est arrivé dans sa vie précédente, lorsqu'il était l'objet d'attente de la part des gens. Il lui conseille donc d'écouter son cœur, qui est plus important. Après avoir mangé des fruits ensemble, la jeune fille se calme un peu. Il continue alors à parler de la façon dont le dragon se soucie des slimes. Même s'il s'en va, il continuera à craindre pour leur vie. Il veut donc trouver une solution permanente au problème. La jeune fille l'écoute et lui soumet l'idée d'une barrière qui recouvrira toute la forêt, grâce à la jeune fille et au dragon lui-même, qui protégeront désormais les slimes. Ils ont également écrit un mot pour indiquer que le dragon se déplace dans le nord, dans une autre forêt, et qu'il est temps de dire au revoir aux slimes. Dès que les slimes apprennent sa décision, ils continuent à discuter de sa remise en question. Mais le dragon reste sur ses positions, sachant qu'il n'y a rien de mieux à faire. Les slimes ne pensent qu'à rester avec le dragon pour toujours, mais il ne les écoute pas. Ce qui étonne la jeune fille qui ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les slimes ont un tel lien avec un dragon maléfique. Les slimes expliquent alors comment le dragon les a protégés pendant tout ce temps, en leur servant de bouclier et en leur permettant de voler ensemble, mais le dragon s'en va tout de même en leur souhaitant le meilleur. Les slimes promettent qu'elles deviendront fortes et qu'elles seront capables de se protéger même sans lui, tandis que les larmes continuent de rouler sur tout leur visage en signe de tristesse. Pendant tout ce temps, la jeune fille est consciente de l'existence du méchant dragon, qui n'a jamais cessé de pleurer depuis qu'il a commencé à marcher. Ils font enfin une pause, et elle ne cesse de lui caresser les ailes à partir de ce moment-là. Après s'être calmée, la jeune fille se présente sous le nom de Kuro et s'excuse auprès de lui de l'avoir mal compris pendant tout ce temps. La jeune fille lui demande son nom et il se présente sous le nom de Ja. À ce moment-là, la jeune fille déclare que c'est le moment de manger quelque chose de sucré et le dragon pense que c'est vrai. Alors il prend le petit pois qu'il a reçu de Pellette et l'engloutit. Au moment où il avale le pois, il commence à rétrécir et à se transformer en humain presque instantanément. La jeune fille déclare que ce qu'il a mangé doit être un pois humanisant qui peut transformer n'importe quelle autre race en sa version humaine, mais qu'après un certain temps, il pourra revenir à sa version originale. La fille lui demande de l'accompagner pour devenir un aventurier, mais il refuse immédiatement, déclarant que les aventuriers sont ceux qui essaient toujours de le tuer, alors il s'amusera au lieu de faire tout ça. Ils continuent ensuite à marcher jusqu'à la ville la plus proche où vit la jeune fille pour y passer du temps. Quelque part dans un petit village, une jeune fille portant des vêtements usés et un masque viking avec des chaînes au cou pleure et parle de sa famille qu'elle va rencontrer très bientôt. Nous voyons ensuite une vente aux enchères d'esclaves se dérouler pour des millions, en échange d'une jolie fille.
Notre protagoniste et Kuro se joignent à la vente aux enchères pour observer le déroulement de l'opération. Alors que notre protagoniste est amusé par tout cela, Kuro trouve tout ce spectacle inconfortable, ne sachant pas comment la fille sera traitée le lendemain, ce qui continue à la dégoûter. Lorsque notre protagoniste interroge Kuro à ce sujet, elle lui répond que le type lui fera beaucoup de cochonneries, ce qui la met mal à l'aise, et qu'il y a une raison pour laquelle ils participent tous les deux à la vente aux enchères d'esclaves. Il semblerait que le village dans lequel ils se trouvent actuellement soit infesté par un monstre, ce qui rend l'endroit assez dangereux à vivre, car le monstre est un ours à 6 bras, ce qui est assez énorme par rapport aux ours normaux. Lorsque les riches ont eu peur de s'en occuper avec l'aide de leurs serviteurs ou de leurs esclaves, Kuroe s'est porté volontaire pour s'en occuper, puisque les villageois ne peuvent pas s'en occuper seuls, mais notre protagoniste s'en mêle pour s'en occuper seul afin de tester sa force. Il sait qu'il pourrait tuer l'ours en quelques secondes sous sa forme de dragon, mais il se demande comment il se débrouillera sous sa forme humaine, ce qui rend la chose plus intéressante. En un seul coup, notre protagoniste tranche 3 des mains de l'ours en même temps et lui arrache la tête, ce qui lui donne l'impression qu'il a toujours la même force qu'avant. En tant que sauveur du village, ils ont donc été autorisés à participer à la vente aux enchères, qui coûte normalement 200 000 selon le système monétaire en vigueur. On peut acheter un pain avec 100 éris, le salaire mensuel moyen d'une personne se situant entre 100 et 200 000. Ainsi, lorsqu'il voit que l'enchère s'est terminée à 22 millions, il constate qu'elle est assez élevée et qu'ils en sont déjà à la dernière. La dernière fille entre, vêtue d'une tenue usée et portant en même temps un casque. Et au moment où elle entre, les gens sont horrifiés à l'idée de regarder son visage. Elle se présente comme Irenu, qui n'a pas plus de 14 ans. Et Kuro reconnaît que les blessures qu'elle porte ont été faites par un humain et non par un monstre. Il semble que la jeune fille avait un beau visage. Elle a donc été vendue à la royauté à un prix très élevé, mais elle a été renvoyée après 1 semaine dans cet état. Le propriétaire a dit qu'elle continuait à faire des erreurs et qu'elle avait été gravement punie pour cela. De plus, la personne l'a renvoyée alors qu'elle n'a pas été utilisée, ce qui donne l'impression que la personne a payé très cher juste pour salir son nom. Le vendeur affirme que la jeune fille est experte au tir à l'arc et qu'elle peut pratiquer les arts martiaux, et son dernier propriétaire ne l'a pas touchée, ce qui fait d'elle une vierge. Mais elle est maintenant atteinte d'une maladie infectieuse. Après avoir entendu tout cela, Kuro se met en colère, sachant que les elfes peuvent tomber malades si facilement, même en respirant de l'air impur, et elle s'inquiète maintenant de savoir si la personne vivra, ne serait-ce qu'une demi-année. Toute la salle est restée silencieuse, car il n'y avait pas d'acheteurs intéressés, et lorsque l'enchère a atteint 20 000, notre protagoniste a fait une offre de 40 000, ce qui a surpris Kuroe qui ne savait pas qu'il avait une telle somme d'argent sur lui. Notre protagoniste s'excuse alors auprès d'elle, en déclarant qu'il lui prêtera de l'argent pour cette fois-ci, et il laisse l'esclave à Kuro pour s'occuper d'elle. Il commence alors à interroger le marchand d'esclaves et apprend rapidement que son acheteur s'appelle Karubura, ce qui lui semble être un nom de famille qui ressemble à des pattes. Il l'interroge également sur le prix normal de la jeune fille, et il semble que notre protagoniste ait eu des pensées d'homme d'affaires dans sa tête en essayant de la revendre une fois qu'elle sera redevenue en bonne santé. Il retrouve ensuite Kuro et Ireinu dans une auberge. Kuroe décide de prendre congé et Ireinu remercie notre protagoniste de l'avoir acheté aux enchères et elle lui demande sans cesse de lui ordonner quoi que ce soit. Il remarque qu'elle tousse du sang, ce qui semble assez douloureux, alors il lui tend les larmes de dragon. Et dès qu'elle les boit, elle se rétablit en un instant comme si elle n'avait jamais été blessée auparavant, tout en retrouvant son plein potentiel. Notre protagoniste la laisse même regarder son visage dans le miroir, ce qui la rend si heureuse qu'elle continue à pleurer, et il regarde par erreur sa poitrine, ce qui rend la situation assez provocante pour lui. Mais elle se sent toujours très mal, car les larmes de dragon ne peuvent guérir que les maladies, mais pas les blessures émotionnelles. Il semble que sa ville natale ait été attaquée par les monstres, et qu'elle ait été la seule survivante de tout le village. Elle a ensuite été attrapée par un vendeur d'esclaves alors qu'elle se promenait dans les montagnes, ce qui a marqué le début de sa vie dans une maison d'esclaves où elle était constamment malmenée par les autres en raison de ses critères de beauté. Lorsqu'elle a finalement été vendue à quelqu'un, elle a continué à être torturée par son maître, ce qui lui a donné l'impression que sa beauté était une malédiction et a développé l'androphobie dans son cœur. Notre protagoniste lui ordonne de dormir sur le lit lorsqu'elle continue à affirmer qu'elle peut simplement s'allonger sur le sol. Le lendemain, Kuro et notre protagoniste rendent visite au forgeron pour le nouvel équipement d'Ireinu. Il continue d'emprunter de l'argent à Kuro et elle s'habille enfin et elle remercie son maître et Kuro d'avoir tant fait pour elle. Au cours de leur nouveau voyage, ils font face à un monstre et Ireinu décide de s'en occuper seule, car elle croit en ses compétences en tir à l'arc et en arts martiaux.
D'un seul coup, elle transperce les yeux du monstre, et d'un second coup de pied, c'est toute la tête du monstre qui explose, ce qui étonne notre protagoniste. Ireinu adore se faire féliciter par son maître pour son habileté, et notre protagoniste adore son sourire. Il est tellement magnifique qu'il lui interdit de refaire la même grimace devant lui, car il a du mal à se contrôler. Au village de Gurizado, il était temps pour Kuro de dire au revoir à Ireinu et à notre protagoniste. Elle leur a donc laissé 80 000 riz dans un sac, car ils auront besoin d'argent pour louer une chambre. Elle précise également qu'elle travaille pour une guilde d'aventuriers appelée les Guerriers de Shinkus, et qu'ils sont donc invités à lui rendre visite à tout moment. Notre protagoniste lui laisse une bouteille de larmes de dragon, sachant qu'elle en aura besoin un jour, et promet de la contacter après s'être installée. Lorsque Kuroe déclare qu'ils devront certainement lui rendre visite, notre protagoniste affirme qu'il le fera certainement, et même Ireinu la remercie de les avoir aidés pendant tout ce temps. Kuroe souhaite bonne chance à Ireinu en lui disant qu'elle doit faire de son mieux pour trouver le bonheur, ce qui rend Ireinu positive quant à son avenir. Le protagoniste sait qu'il doit beaucoup à Kuro pour son aide. Le protagoniste déclare qu'il lui doit déjà plus de 300 000. Il va donc devoir se faire de l'argent rapidement, et ils vont chercher à faire du tourisme pour se trouver une auberge. Ils entrent ensuite dans l'auberge et remarquent qu'un des gros bonnets se plaint que des araignées rampent dans sa chambre et qu'il demande une réduction ou une compensation. Mais le gérant continue d'affirmer qu'ils ont toujours nettoyé la chambre avec élégance et qu'il ne doit donc pas y avoir d'araignées. Le protagoniste remarque que l'endroit a l'air tout à fait propre et qu'il ne doit donc pas y avoir quelque chose de ce genre. Le protagoniste se rend compte que le type doit essayer d'arnaquer le gérant et que personne ne semble se mêler de leurs affaires pour une raison quelconque, estimant qu'il ne ferait que se mêler des affaires de quelqu'un d'autre. Comme personne n'essaie de trouver une solution, notre homme prend le train en marche pour essayer de faire la paix et finit par créer une situation de dualité entre lui. Proposons un petit jeu. L'homme rusé trouve la situation amusante et déclare qu'il fera regretter à notre protagoniste sa décision, car il n'utilisera même pas son épée. Mais avant qu'il ne soit sur le point d'utiliser son épée, l'intention de tuer émanant de notre protagoniste finit par faire tomber le gars sur le dos, car il était trop effrayé pour parler, ce qui a été remarqué par tous les autres dans l'auberge. Puisque notre protagoniste a remporté la victoire, le type décide de payer ce qu'il a promis de faire au début et quitte immédiatement l'auberge. Ensuite, notre homme réserve une chambre pour une nuit et un repas pour 2 personnes, et la réceptionniste finit par l'appeler et lui dit que le prix est de 34 000 pendant qu'il s'apprête à signer pour la journée. Ene, le protagoniste, remarque que la réceptionniste n'a pas peur de lui et qu'elle est plutôt amicale. Ce à quoi la réceptionniste répond que même si elle était un peu effrayée, il avait l'air d'une personne amicale. Elle se présente donc sous le nom de Merurida et lui remet la clé de la chambre. Alors qu'ils partent pour la chambre, Merurida déclare que c'est la dernière chambre du 2e étage. Et Ireinu dit à notre protagoniste qu'elle a l'impression que Merurida n'est pas humaine pour une raison quelconque, et que c'est la seule raison pour laquelle le protagoniste s'est mêlé de la querelle, car elle émettait une présence assez intimidante pendant le chahut, ce qui créait une situation dangereuse. Au moment de dormir, notre protagoniste déclare qu'ils dormiront tous les deux dans le même lit, et Ireinu commence à parler des moyens de le satisfaire. La protagoniste trouve bizarre de déclarer qu'ils ne coucheront ensemble que pour se débarrasser de sa peur des hommes. La nuit, lorsqu'ils dorment ensemble, ils quittent la chambre avec 2 types de problèmes. L'un d'eux est son appétit et l'autre sa libido. Le protagoniste essaie de lutter contre ces 2 problèmes, mais il n'y arrive pas, car il n'a jamais ressenti cela lorsqu'il était un dragon maléfique. Le simple fait de regarder des filles sexy lui donne envie de les étreindre, se sentant comme un pervers. Comme il n'a pas une grande libido, il pense à régler le problème en allant au bordel le plus proche où il reste avec plusieurs filles jusqu'à CE qu'il n'ait plus d'argent. Il se rend compte qu'il n'a plus rien après être sorti en se sentant comme un petit garçon naïf. Et Ireinu a dû sauter le petit déjeuner pour cette seule raison. Alors qu'il continue de voyager, notre protagoniste peut remarquer qu'elle a faim car son estomac continue de gronder, mais elle évite la conversation en disant qu'elle a mal à l'estomac pour une raison ou une autre.